Fin de la table ronde entre le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers sur le financement de la nouvelle réforme de la gestion foncière visant l'instauration du cadastre. Des partenaires techniques et financiers qui s'engagent davantage à accompagner notre pays dans cette réforme. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation. L'événement fixé le 16 octobre de chaque année sera célébré demain samedi 18 octobre dans notre pays. En prélude à l'événement, nous vous proposons ce soir un reportage sur un agriculteur du village de Sanankoto à 25 km de Kita. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur nos programmes et bienvenue au journal. Le Premier ministre Moussa Mara a reçu en audience ce matin une délégation de la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones. Les pharmaciens étaient venus échanger avec le chef du gouvernement de certaines de leurs préoccupations, notamment la rentrée illicite des produits pharmaceutiques. Pour plus de détails, écoutons Isabelle Adno, présidente de la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones, au micro de Lamine Keita. D'abord, je voudrais évidemment remercier le Premier ministre du Mali d'avoir pris le temps de nous recevoir, les pharmaciens. Et les messages importants, bien sûr, ont porté sur la question de la contrefaçon des médicaments et de l'importance et du rôle des pharmaciens pour le bon usage des médicaments. Et la semaine prochaine, une action va commencer sur la connaissance et la meilleure information sur les médicaments contrefaits. Et en tout cas, au nom de la conférence internationale, nous allons proposer aux pharmaciens du Mali une formation tout à fait particulière qui a été d'ailleurs financée partiellement par le ministère des Affaires étrangères français. Une formation sur comment reconnaître les médicaments contrefaits et puis également pouvoir engager des chambres de discipline vers des pharmaciens si par exemple ils ne faisaient pas ce qu'il fallait et en particulier faire rentrer des médicaments de contrefaçon dans le pays du Mali. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Do Tunkara, a reçu lui en audience ce matin Inge Herbert, directrice de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Elle était venue informer le Parlement de son initiative de renforcer les capacités des députés. Sa fondation et la Commission loi et de l'Assemblée nationale se mettent ensemble pour identifier les thèmes des formations. À sa sortie d'audience, elle est au micro de Bouakar Sissoko. On a parlé sur le renforcement du Parlement parce qu'on trouve que l'exécutif est trop fort. Il faut que le Parlement assume mieux son rôle de représenter les électeurs. Donc on a parlé sur des formations. Donc on va se mettre ensemble avec la Commission des lois et des présidents des autres commissions pour identifier quels sont les thèmes principaux de formation. Et déjà au mois de décembre de cette année, on va commencer avec une première formation. Le thème nécessaire parce qu'on a aussi écouté aujourd'hui que 80% des députés sont des nouveaux élus. Donc tout le monde est nouveau dans cette Assemblée nationale. Donc ça pourront être des choses, comment est-ce que je fais une proposition de loi? Comment je communique avec mon électorat? Mais je vois que vous communiquez déjà beaucoup ici avec votre radio. Donc on va peut-être beaucoup plus se focuser aussi sur les thèmes de l'administration et du budget. Aussi les questions de gouvernance parce que dans un Parlement, dans une Assemblée nationale, je représente tout le peuple. Je ne représente pas seulement la région d'où je viens, je travaille pour le bien de tout le peuple. Le centre de la CEDEAO pour le développement du genre à travers le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remis des bourses d'excellence à des jeunes filles. Le but de cette activité est d'aider les jeunes filles à poursuivre leur cursus scolaire dans les écoles privées. Fatoumata Kounou. Elles sont 6 filles à bénéficier de la bourse d'excellence du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Elles se retrouvent encore une fois avec les responsables du département de la promotion de la femme, les promoteurs d'école pour les derniers réglages pour l'année scolaire 2014-2015. Il consiste non seulement à investir dans l'éducation des filles, mais aussi à réduire les disparités entre les sexes et également à accroître les chances de parvenir à l'équité et l'égalité du genre dans tous les domaines de la vie et dans tous les secteurs d'activité. Ça permet effectivement à des filles qui sont brillantes, qui sont très intelligentes, mais dont les parents n'ont pas de moyens. Ça leur permet d'aller à l'école, de se former et de pouvoir accéder, prétendre à un bon emploi.
Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits et ça nous motive davantage à rechercher plus de fonds pour accompagner les pays dans leurs efforts. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative. Ça représente un vrai bonheur, une vraie joie en fait, parce que c'est une possibilité pour pouvoir continuer mes études et vraiment ça va permettre à mes parents de pouvoir alléger leurs charges. Cette bourse d'excellence concerne les filles qui ont eu un parcours excellent pendant leur cursus scolaire, mais qui sont issues des familles démunies. Le programme a investi près de 15 millions de francs CFA dans l'organisation des 2 éditions. L'initiative permettra de former au moins une quinzaine de jeunes filles en vue de leur insertion socio-professionnelle dans l'espace CEDEAO. Les cadres du ministère de la Décentralisation et de la Ville ont échangé avec les acteurs du secteur privé sur l'avant-projet de création des agences de développement régional ADR. Cette agence s'inscrit dans le cadre de la politique de régionalisation en cours. C'est une nouvelle structure qui mettra le secteur privé au cœur du développement régional pour promouvoir emploi et richesse. Bouakar Sissoko. Cette concertation avec les acteurs du secteur privé porte sur l'avant-projet de création des agences de développement régional ADR. Ces agences s'inscrivent dans la logique de la politique de régionalisation en cours au Mali. Tout le monde le sait aujourd'hui, le Mali est dans un besoin immense de création de richesse. Il faut qu'on crée de la richesse nationale, il faut qu'on crée des emplois pour les jeunes Maliens. Or, c'est dans les régions, c'est sur le terrain que ça peut se passer. C'est pour ça que le président de la République a décidé de créer dans chaque région du Mali une agence de développement régional. Une fois créées, ces agences de développement régional doivent favoriser une synergie d'action entre les collectivités territoriales et le secteur privé au Mali. La création des agences, c'est des instruments d'appui à la décentralisation. Nous voulons que les régions soient développées, développement basé sur les potentialités de chaque région. Nous attendons de ces agences qu'elles mettent tout le monde à sa place. Il n'y a pas que les élus, mais il y a des spécialistes, des gens qui ont la capacité, qui savent que c'est telle ou telle personne qui est capable de faire ce travail et non l'autre. En ce moment, les choses deviennent beaucoup plus claires. Les agences de développement régional mettront le secteur privé au cœur du processus de développement pour créer une dynamique de développement économique régional. Ce sera des outils qui permettront de renforcer la capacité des collectivités et régions afin que celles-ci puissent faire face à leurs responsabilités et de maître d'ouvrage du développement dans leur espace. Pour atteindre les résultats escomptés, chaque collectivité doit organiser son secteur privé pour son implication pleine et entière. Nous vous livrons à présent le contenu de cet important communiqué avant de poursuivre ce journal. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation que des affrontements entre des groupes armés se seraient passés le mercredi 15 octobre 2014 à Intilit, dans le cercle de Gao. Le gouvernement de la République du Mali tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun contingent de l'armée malienne n'est stationné dans la zone et que les forces armées maliennes ne sont en rien impliquées dans ces incidents. Le gouvernement de la République du Mali déplore et condamne ces actes qui sont contraires à la déclaration de cessation des hostilités signée le 24 juillet 2014 dans le cadre du processus d'Alger. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa ferme détermination de poursuivre les pourparlers intermaliens inclusifs d'Alger afin d'aboutir à un accord global et définitif sur le conflit nord du Mali. Fidèle à ses engagements, une délégation du gouvernement se rendra le samedi 18 octobre 2014 à Alger afin de reprendre le 19 octobre courant les négociations suspendues en raison de la fête de Tabaski. La délégation gouvernementale conduite par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, réaffirme sa ferme détermination à sauvegarder les intérêts supérieurs du peuple malien, conformément à la volonté du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre du Développement rural était ce matin à l'abattoir de Sabali-Bougou pour s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne gestion de la structure. Les détails avec Ibrahim Chokari. Cette visite a l'allure d'un véritable contrôle car la gestion de cette infrastructure d'abattage est confiée à un administrateur provisoire. Les cadres de l'abattoir ont fourni de gros efforts à assurer la santé animale en renforçant donc et l'inspection
de la viande, mais également donc à assurer vraiment donc des meilleures conditions de santé publique vétérinaire. Créé en 2003 avec une capacité d'abattage de 140 à 150 têtes jours, l'abattoir de Sabalibougou, tout comme les autres abattoirs de notre pays, est encore loin des normes d'abattage internationales. Et l'État entend mettre Sabalibougou dans les normes en améliorant l'existant et en se tournant vers les exportations. Les chiffres d'abattage n'est pas suffisant. Et le circuit d'approvisionnement de l'abattoir en animaux n'est pas aussi suffisant. Et progressivement, nous essayons donc de mettre l'abattoir aux normes d'abattage international. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, bien que des efforts soient faits. Mais aujourd'hui, en tout cas, chaque Malienne et chaque Malien peut se satisfaire vraiment des conditions de salubrité qui ont été créées ici vraiment à Sabalibougou. Notre organisation communautaire, l'UOMOA, vraiment dans le cadre de l'appui aux filières agricoles, vraiment donc nous fait une subvention de 300 millions sur 2 mandats. À Sabalibougou, rien ne se perd, tout se récupère et tout se transforme. Je vous le disais dans les titres, chaque année, la communauté internationale célèbre le 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation au Mali. Les cérémonies officielles auront lieu demain, samedi 18 octobre, à Kita. En prélude à cet événement, nos reporters Siratiki Traoré et Abdul Salam Bambara se sont rendus chez un agriculteur familial du village de Sanankoto, à 25 km de Kita. Suivez le reportage. Solomambadi Keita, c'est son nom. Il est exploitant familial avec plus de 40 hectares, ancien pensionnaire de l'école de la mission catholique de Kita, du lycée Askia Mohamed. Solo fait stop au baccalauréat. En 1973, il est recruté agent de terrain aux travaux neufs, puis en 1975 à la SOMIEX, Société malienne d'importation et d'exportation du Mali. Malheureusement, les vagues de compression de cette société vont l'éclabousser à la porte. J'ai décidé depuis 1986 de venir au champ parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de compression. Et depuis, son destin se confond à l'agriculture. Bon, moi, je suis avec 3 frères. Nous avons des enfants, des grands-enfants. Il y en a qui sont déjà des enseignants. Il y en a qui sont à l'université. Et pendant les vacances, tous ceux-ci-là viennent. Et nous avons tout juste 4 manœuvres que nous payons. Le rôle des exploitants familiaux est important dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans l'éducation à l'agriculture et à la minimisation de l'exode rural. On ne peut pas forcer les jeunes à aller vers la terre. Mais un enfant qui est né, qui est dans la culture, dont les parents sont au champ, il faut que le parent il fasse en sorte que son enfant aussi ait l'amour de la terre. Mais ça ne peut pas aller sans que le père aussi prenne en compte que l'enfant aussi, à un certain moment, il a des besoins. Et donc, quand il y a des recettes au niveau de la famille, aussi bien les frères que les enfants, il faut que chacun y trouve sa part. Et en ce moment, les enfants, ils restent dans la famille. Depuis la nuit des temps, les petits exploitants conservent de nombreuses variétés rustiques et résilientes au changement climatique. Alors, leur dédier une édition de journée alimentaire n'est que justice rendue. Voilà, la ville de Kita est donc fin prêt pour recevoir l'événement auquel prendront part les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et des producteurs qui viendront de toutes les régions du Mali. Nous écoutons le président de la Commission nationale d'organisation. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Kita. Donc nous avons retenu le 18 à Kita pour la cérémonie de manifestation, de cette grande manifestation à Kita. Et nous sommes fin prêts pour célébrer cette journée qui pour nous est une journée extrêmement importante dans le cadre de la promotion du monde rural. Et surtout que cette année, le thème qui est prévu est suffisamment axé sur la promotion des petites exploitations agricoles familiales. Du point de vue mobilisation de la population, du point de vue matériel et logistique, du point de vue hébergement, du point de vue accueil, on a passé en revue tous ces aspects. Et sur le point de vue sécurité aussi, parce que comme vous le savez, on a donné beaucoup plus de poids à la sécurité. Parce que quand vous réunissez un beau monde dans une ville comme Kita, nous avons beaucoup mis un accent particulier sur la sécurité. Donc on a passé tous les aspects, point par point, de l'organisation de cette journée. Voilà donc la 4e édition du marathon course pour la survie qui vise la réduction de la mortalité infantile vient de se tenir à Sikasso avec comme marraine l'épouse du président de la République qui était sur place. Les principaux partenaires de cette édition sont le ministère de la Santé, Save the Children et leurs partenaires envoyés spéciaux à Sikasso, Aliou Touré et Asseta Ibrahim Maïga.
Courir pour faire passer un message, celui de la survie des enfants. Courir pour aussi inciter les décideurs à accélérer le pas dans la réduction de la mortalité infantile. C'est l'objectif de ce marathon. Par ce moyen ludique, les enfants du Mali souhaitent s'exprimer au nom de leurs cadets de moins de 5 ans pour dire que la vie ne doit pas s'arrêter seulement à 5 ans, j'allais dire même au premier mois. L'athlétisme étant la mère de toutes les disciplines sportives, il est le vecteur le mieux indiqué pour véhiculer le message de la lutte pour la survie de l'enfant. Ainsi, à 450 jours de la date butoir de l'évaluation finale des OMD, les enfants engagent une véritable course contre la montre et interpellent qui de droit. Il est de notre devoir à tous et chacun de jouer sa partition pour arrêter cette tragédie qui n'a plus de sens. Mes chers camarades enfants, qui se préparent à courir, sont certes en bonne santé, mais ils expriment leur solidarité avec ceux qui ne le sont pas. Pour se faire entendre au plus haut niveau, le ministère de la Santé, Save the Children et leurs partenaires font de Keïta Aminata Maïga leur porte-parole. Engagée depuis plusieurs années dans la sauvegarde des droits des enfants, l'épouse du président de la République s'est dit doublement concernée par cette initiative. La course pour la survie est une activité à laquelle je ne saurais me soustraire parce que je suis une mère. Par ailleurs, la vision 2010, une initiative des premières dames d'Afrique dont le Mali assure le leadership depuis sa création en l'an 2000, partage les mêmes objectifs que ceux de la campagne Tous et Chacun. Dans notre pays, nous perdons chaque année environ 100 000 enfants de moins de 5 ans par suite de maladies évitables parce que traitables. C'est humainement et moralement insoutenable. Le marathon pour la survie est organisé simultanément dans 50 pays à travers le monde. D'ailleurs, la 3e édition du marathon Enfants de Sikasso a remporté la première place africaine et la 3e mondiale. Série d'audience à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu en audience le directeur des affaires internationales de l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ambassadeur de Chine au Mali. Le premier est venu expliquer au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ses projets pour le Mali. Quant au second, il est venu faire ses adieux au chef de l'État. Occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta d'élever les diplomates chinois en fin de mission à la dignité du commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Bourama Traoré. C'est un grand ami du Mali qui est venu faire ses adieux au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. L'ambassadeur de Chine en fait des missions a passé 3 ans et demi dans notre pays, période au cours de laquelle il a su imprimer et par la plus belle manière une nouvelle dynamique à la coopération sino-malienne. Certains sentiers exécutés ou en cours d'exécution en sont la parfaite illustration. La coopération sino-malienne se porte très bien. Vous avez vu que les chantiers en avance. Et par exemple, la route Bamako-Sékou, c'est déjà entendre au Sékou. On a resté quelques tronçons proches du Bamako. Mais je pense que ça va achever à la fin de l'année. Alors, d'autres chantiers, par exemple, les travaux de cité université de Kabbalah, c'est bien avancé. C'est compte tenu de ces actions multiples en faveur du Mali que le chef de l'État a élevé les diplomates chinois à la dignité du commandeur de l'ordre national à titre étranger. Très satisfait de cette distinction, l'ambassadeur Chao Zhongming a salué le président Ibrahim Boubacar Keïta avant de rendre un vibrant hommage au peuple malien pour son accueil et son hospitalité. Une belle image qu'il garde du Mali. Je garde une image très bien. Et très bonne. Alors, j'ai visité 6 régions du Mali. À part Tomoudou et Kidal, j'ai visité d'autres régions. Et le Mali a une civilisation assez fructueuse, beaucoup de sites historiques et beaucoup de ressources naturelles et surtout beaucoup de ressources humaines. Et nous avons ici au Mali beaucoup d'amis, ils sont
très très amicale envers la Chine. Je forme mes vœux pour que notre coopération, notre amitié puisse se développer plus rapidement, plus profondément. Après le diplomate chinois, le chef de l'État a reçu une délégation de la médiation internationale pour les pourparlers inclusifs entre le gouvernement et les groupes armés. Conduite par le chef adjoint de l'aménagement, la délégation dit venir faire le point de la situation au chef de l'État. La troisième phase des négociations qui s'ouvre ce 19 octobre à Alger doit aboutir à la signature d'un accord de paix global. En tout cas, l'équipe de médiation internationale se dit optimiste. Ce que nous pouvons retenir de cet échange, c'est que le président nous a confirmé qu'il n'a pas d'alternative que la négociation. La négociation, rien que la négociation pour une paix et une paix durable. Une paix durable. Et nous entamerons la partie de la médiation réelle demain. Et dimanche et lundi, nous pourrons avoir des documents qui pourraient être discutés et soumis à l'ensemble des parties pour que les points de convergence qui existent déjà en nombre important, que ces points augmentent et que nous diminuons petit à petit les éléments de divergence qui persistent encore, mais nous sommes confiants. Dernière audience du président de la République, c'est celle accordée au directeur des affaires internationales de l'École nationale d'administration publique du Québec. Présent au Mali dans le cadre d'une conférence sur la mondialisation, Simon Chabot a également eu des rencontres avec certains membres du gouvernement et les assurances de l'ordre du chef de l'État. On met beaucoup d'emphase sur le renforcement de la gestion des ressources humaines, le renforcement des capacités en gestion de la performance des fonctionnaires de l'État, et on a eu d'excellentes discussions également avec l'École du maintien de la paix pour le développement d'un programme de maîtrise en maintien de la paix. Ces trois audiences ont un dénominateur commun, le renforcement de la coopération entre le Mali et ses partenaires au triple plan économique, sécuritaire et politique. La communauté allemande au Mali vient de célébrer le 25e anniversaire de l'unification des deux Allemagnes. Cette année, la fête a été placée sous le thème « Unis dans la diversité ». Premier pays à reconnaître le Mali indépendant, l'Allemagne collabore efficacement pour la stabilité et l'unité de notre pays. Mariam Sagara. Octobre 1990 marque l'unité allemande dans le monde. Cette journée est aujourd'hui immortalisée par les citoyens allemands qui du coup témoignent et expriment leur enthousiasme avec les paysans. En vue de notre expérience de ce qu'on a appelé la révolution pacifique de l'année 1989, nous sommes fortement convaincus qu'il n'y a aucune alternative à une solution pacifique dans le Nord et que tous les parties prenantes poursuivent les négociations qui sont devant nous avec une conscience claire de ce fait pour arriver à une paix durable dans le but de retrouver pleinement l'unité territoriale du pays et de son développement économique et social. Pour l'ambassadeur, la coopération allemande est prête à soutenir le Mali pour relever le développement socio-économique dans toutes les régions. C'est pourquoi l'assistance, a-t-il ajouté, a pris une augmentation de 20% pour l'agriculture. À quelques jours seulement de la journée mondiale de l'alimentation ce samedi, je cite l'exemple d'une réduction remarquable dans le Mali d'au moins 50% entre 1990 et 2012 du score de l'index global de la faim. Un succès partagé avec pour chose dire, trop peu de pays africains. Succès que l'Allemagne va essayer de renforcer par une augmentation de 20% de son enveloppe pour l'assistance au développement agricole. Nous sommes fiers que nous avons déjà pu assister en 2013 quelques 100 000 petits agriculteurs qui ont pu produire dans le contexte de notre coopération plus de 130 000 tonnes de riz en 2013. Ces 25 ans d'unité allemande a aussi été d'un grand apport pour l'unification. Un exemple que l'ambassadeur Overfield entend s'en servir pour maintenir le Mali uni et indivisible. Il s'est dit conscient du traumatisme qu'a vécu le Mali ces dernières années et mettra tout en œuvre pour restaurer la paix dans notre pays.
L'Union nationale des travailleurs du Mali a animé aujourd'hui un point de presse sur le préavis de grève déposé le 2 octobre dernier sur la table du gouvernement. L'objectif de ce point de presse est d'informer l'opinion nationale sur l'état d'avancement des négociations avec le gouvernement. Reportage de Makamfin Konaté. Les lignes semblent bouger entre la centrale syndicale et le gouvernement. Sur 5 propositions, 2 n'ont connu aucune avancée. Il s'agit de l'augmentation de la valeur indiciaire. L'UNTM réclame 600 francs CFA. Sur le sujet, l'État n'a fait aucune proposition, soutient la centrale syndicale. Deuxième point de désaccord, le tarif de l'eau et de l'électricité. L'État toujours soutient la centrale syndicale, refuse toute concession sur ce dossier. Pour les 3 autres points, les 2 parties ont fait des propositions dont voici la teneur. Pour les allocations familiales, l'UNTM demande 6 000 francs, 4 000 francs et 3 500 selon les catégories professionnelles. En ce qui concerne le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, la demande de l'UNTM est d'amener le taux actuel à 40 000 francs CFA, dont 35 000 francs à partir de 2014. Pour l'impôt sur le traitement et les salaires ITS, l'UNTM affirme avoir élaboré un barème touchant les tranches de salaire. La centrale syndicale estime que les travailleurs sont surtaxés. De son côté, le gouvernement propose pour les allocations familiales de passer de 1 500 francs CFA taux actuel à 3 000 francs CFA, soit une augmentation de 100% pour le salaire minimum interprofessionnel garanti, dont les montants actuels sont 28 447 francs pour les contractuels et 31 000 francs CFA pour les fonctionnaires. Le gouvernement propose d'arrimer le tout à 31 000 francs CFA en 2014 et à partir de 2015 de passer à 35 000 francs CFA. Enfin, pour l'ITS, l'État remplace la proposition de l'UNTM par une réduction unique de 5%, ce qui a une incidence financière de 3 milliards 250 millions. L'UNTM trouve ces propositions insuffisantes. Interrogé sur l'opportunité d'un préavis de grève à ce stade de négociation, le secrétaire général de l'UNTM se veut rassurant et demande à éviter tout amalgame. Qu'on ne fasse pas d'amalgame par rapport vraiment à la lutte syndicale et avec encore d'autres sujets. Et aujourd'hui, par rapport au problème du Nord, si on fait allusion à ces situations-là, la première centrale syndicale, la première organisation syndicale qui s'est levée pour soutenir l'État, pour soutenir la nation, c'est l'UNTM. La centrale syndicale dit toujours privilégier le dialogue jusqu'au 29 octobre. Faute d'accord, la grève sera inévitable, poursuit Yacouba Katile. Bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Bamako-Sénou. En effet, les travaux qui avancent normalement sont exécutés à hauteur de 87%. Les difficultés avec pour nom, dégradation des ouvrages d'assainissement, incivisme des conducteurs. C'est là le constat fait par la Commission des travaux publics, des transports et de l'habitat de l'Assemblée nationale lors d'une visite sur le tronçon. Cette mission s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Envoyé spécial Agali Agissa Abokar Traoré. Pour constater l'état de dégradation du réseau routier et les difficultés liées à l'entretien des ouvrages d'assainissement, la route Bamako-Ségou était la première étape. Si les travaux de ce tronçon avancent à hauteur de souhait avec une réalisation d'environ 87%, les stationnements anarchiques des véhicules en panne, l'excès de vitesse font partie des pratiques à déplorer. L'entreprise est en train de s'y mettre pour finir les travaux, décembre ou janvier ou plus tard. Bon, il y a des contraintes. Les contraintes dues effectivement au déguerpissement de certaines personnes sur le plan sécuritaire. Les travaux avancent normalement, mais ces travaux engendrent effectivement des problèmes sécuritaires, surtout la réalisation des caniveaux dans certaines zones. Au-delà de Konobougou, effectivement, on voit certaines réparations qui sont déjà en cours juste avant effectivement la fin de ces travaux. On a prévu maintenant de mettre des bordures entre le revêtement et les caniveaux pour éviter que les véhicules ne s'approchent pas près vraiment de ces caniveaux-là et pour causer des dégâts sur les ouvrages déjà exécutés. Seconde étape de cette mission, la visite du site de l'entreprise EJICA, chargée de l'exécution des travaux de la route de l'avenir de l'an 2000 à Ségou. L'état de l'équipement et du laboratoire de l'entreprise fait nourrir beaucoup d'espoir pour combler les légers retards qu'accuse l'exécution des travaux. On est actuellement à environ 10% pour 25% du délai consommé. J'interpelle l'entreprise à redoubler d'efforts
pour effectivement résorber le petit délai effectivement déjà perdu. Les travaux sur la route de l'avenue de l'an 2000 couvrent le revêtement de la chaussée, l'éclairage et l'aménagement des ouvrages d'assainissement. Un autre communiqué dans ce journal, le gouverneur du district de Bamako a le profond regret d'informer la communauté des fidèles musulmans et singulièrement ceux de Badalabougou que face à la gravité de la situation, il vient de procéder à la fermeture momentanée de la grande mosquée de Badalabougou, plus connue sous le nom de mosquée Djabi. Cette mesure prise avec peine et amertume fait suite à l'incompréhensible incapacité des leaders religieux et traditionnels du dit édifice de culte à régler le problème d'imama qui, depuis un certain temps, empoisonne la vie de la communauté des croyants en commune 5 du district de Bamako. Le gouverneur du district invite les protagonistes à faire preuve de modération, de dialogue, d'ouverture d'esprit et surtout de tolérance pour réunir au plus vite les conditions de réouverture de la dite mosquée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, est revenu de Ségou cet après-midi suite à une mission qu'il a initiée avec pour objectif d'informer et de mobiliser les cadres, les autorités autour des opérations d'achèvement du RAVEC, l'organisation des élections communales et régionales 2015. Nous en reparlerons demain avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Abdraman Doka Traoré. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est lui rendu à l'Union malienne des aveugles. Mohamed Babi est allé voir le nouveau projet dont dispose l'UMAV dans le cadre de son partenariat avec l'association Libre Vue. Ce projet permettra de contribuer à la réinsertion socio-économique de cette couche vulnérable. Al-Jumatina. Depuis sa création en 1972, l'Union malienne des aveugles œuvre pour la réinsertion socio-économique des aveugles et des malvoyants. En partenariat avec Libre Vue, une association française, l'UMAV bénéficie d'un projet intégré appelé Solidarité Aveugle. Le projet permettra à l'UMAV de faire le maraîchage, la pisciculture, le compostage, entre autres. Nous, on essaye d'améliorer la condition de vie de ces jeunes handicapés ici, qui vivent dans des conditions difficiles. Il y avait un ancien forage, depuis 20 ans inutilisé. On a fait faire des analyses et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup d'eau. On rétablit ce forage. Et puis tout de suite, on lance des initiatives de maraîchage. On construit un poulailler susceptible d'accueillir 1000 poussins et faire un gros élevage. Et puis l'ancienne cuve de récupération d'eau, on l'a transformée en bassin et on va pouvoir faire de la pisciculture. L'UMAV a vraiment un établissement qui permet de l'épanouissement des personnes handicapées en général et des personnes handicapées visuelles en particulier. Je pense que tout ce qu'il faut en matière de formation professionnelle aussi pour permettre l'autonomisation des personnes handicapées visuelles est à saluer. La visite guidée aura permis à l'ordre du jour de découvrir le terrain foot ainsi que la maison de fabrique d'Écré. La table ronde entre le gouvernement du Mali et ses partenaires sur le financement de la nouvelle réforme de la gestion foncière visant l'instauration du cadastre au Mali et ses partenaires techniques du Mali donc a pris fin hier soir. Les partenaires techniques et financiers décident d'accompagner le Mali dans la réforme foncière. Plusieurs banques maliennes s'engagent également à mettre la main à la poche pour financer la réforme. Reportage de Tchemoro Sagara. La réforme de la gestion foncière visant l'instauration du cadastre au Mali intéresse les partenaires techniques et financiers du Mali. Ils décident d'associer leurs efforts à ceux du gouvernement malien pour le financement et la mise en œuvre de la réforme dans le cadre d'une coopération harmonisée. Voilà le principal résultat de cette table ronde entre le gouvernement malien et ses partenaires. Nous sommes très satisfaits parce que les engagements ne sont pas chiffrés mais sont clairs. Dans la mesure où l'Union européenne, par exemple, inscrira certainement cette réforme dans son programme indicatif national, dans la mesure où la coopération française sur le plan bilatéral est déjà engagée avec nous, va s'engager davantage sur la période qui vient. Nous avons obtenu aussi des pays comme les Pays-Bas, le Canada, qui sont déjà sur des projets sur un plan multilatéral. Mais il y a eu un événement au cours de cette table ronde, c'est l'engagement des banques commerciales maliennes. La table ronde recommande entre autres la création d'un fonds dédié au financement du système d'information foncière pouvant aboutir à la mise en place d'un cadastre, l'association des populations à la réforme fiscale pour une meilleure acceptabilité, l'inventaire des ressources et leur prise en charge dans le cadastre, la définition des conditions de succès de la réforme, une réforme dont les impacts sont positifs sur l'économie malienne. La réforme va permettre dans un premier temps d'assainir la gestion
foncière et domaniale dans son intégralité et de permettre la transparence dans la gestion domaniale et foncière. Et ça permettra par la suite de maîtriser toutes les potentialités de recettes que nous avons. Au Mali, la réforme de la gestion foncière constitue l'une des réformes majeures inscrites au cœur de l'action gouvernementale. La mise en place du cadastre est l'une des volontés affichées par les plus hautes autorités. La gestion foncière aujourd'hui pose de multiples problèmes. Manque de transparence, énormément de conflits fonciers et beaucoup d'enjeux puisque ça porte atteinte à la paix sociale, parce que ça porte aussi atteinte au bon développement économique du pays. Cette table ronde avait pour but de réunir tous les partenaires techniques et financiers autour de la problématique de la réforme de la gestion foncière visant l'instauration du cadastre au Mali. Après 3 ans et demi de bons et loyaux services au Mali, son Excellence Kao Zongming, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Mali, est en fin de mission dans notre pays. Le diplomate a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger au cours d'une cérémonie organisée en son honneur. Reportage de Magamfin Konaté. En fin d'émission, l'ambassadeur Chao Zongming fait ses adieux au corps diplomatique au Mali. Occasion pour le gouvernement malien de rendre hommage à un diplomate dont le bilan est jugé très positif. Au terme de votre séjour, puis-je affirmer sans hésiter que sous votre impulsion, la coopération entre nos deux pays a effectivement été hissée à un niveau jamais égalé. Au nom du président de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Très ému, le diplomate chinois affirme quitter le Mali avec beaucoup de regrets et de nostalgie. Ces années au Mali resteront parmi les années extraordinaires pour moi. Dans ma mémoire, je garderai toujours les différentes images du Mali, prises lors de mes déplacements à l'intérieur du pays. L'ambassadeur Chao Zongming s'engage à être désormais un ambassadeur du Mali dans son pays et promet de ne rien ménager pour renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre la Chine et le Mali. Les représentants de la presse nationale sont depuis ce matin à l'école de l'énergie du Mali. C'est à la faveur d'une journée d'échange initiée par EDM-SA pour se rapprocher de la presse tout en la dotant d'outils indispensables pour servir de relais auprès des utilisateurs de ces services. Ces échanges doivent permettre aux hommes des médias de maîtriser les concepts et terminologies utilisés par EDM dans la production, le transport et la commercialisation de l'électricité. Reportage de Abdraman Maïga. Cette rencontre est une occasion voulue par la Société Énergie du Mali pour se rapprocher de la presse malienne afin de tisser des liens solides de coopération. Ce partenariat permet aux représentants de la presse nationale de mieux informer les usagers du service public de l'énergie sur les terminologies et certains concepts utilisés par l'EDM-SA dans la production, le transport et la commercialisation de l'électricité. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie pleine de sens. C'est pour vous aider à mieux interpréter certaines expressions techniques que nous utilisons généralement et qui fait confusion souvent dans le langage des médias. Pour mieux jouer son rôle, la presse a besoin aujourd'hui et plus que jamais d'être mieux formée afin de mieux vulgariser certains services qu'offre la société, comme par exemple le calcul du coût du kilowatt. Or, ces courroies de transmission, aussi bien que les utilisateurs, maîtrisent mal les terminologies utilisées. La presse constitue un pilier important, surtout dans un pays comme le nôtre, fortement engagé dans un processus démocratique, certes devenu irréversible, mais qui a encore besoin d'être entretenu. Ici, n'est-ce pas fortuit que la presse soit qualifiée de quatrième pouvoir et même de faiseurs d'opinion. Compte tenu du rôle que joue la presse dans la sensibilisation des populations, le ministre Frankali Keïta a invité les représentants des médias à faire sien du contenu de ces messages afin de permettre à l'énergie du Mali de satisfaire la demande publique.
Le Centre national des œuvres universitaires CNU tient depuis ce matin la 8e session de son conseil d'administration. Au cours de la présente session, plusieurs points seront examinés par les administrateurs, comme l'adoption du procès verbal de la session précédente, l'évaluation du rapport d'activité du premier semestre 2014, l'examen d'un nouveau cadre organique pour les 5 prochaines années. Compte rendu de Lamine Keïta. La 8e session ordinaire du Centre national des œuvres universitaires du Mali intervient à un moment où la structure connaît quelques difficultés, notamment le manque des ressources humaines pour la mise en œuvre des orientations définies lors de la session précédente. Nous allons aborder un problème sensible, n'est-ce pas, qui consiste par exemple à améliorer un peu les ressources du SONU. Vous savez que l'État ne peut pas tout donner et on a demandé depuis près de 3 ans. On attend encore les recrutements de la fonction publique. Malgré les difficultés, le Centre national des œuvres universitaires du Mali parvient à octroyer des bourses à certains étudiants. Par ailleurs, un nouveau cadre organique pour les 5 prochaines années sera élaboré. Il faut saluer ici effectivement les efforts du gouvernement parce que vous connaissez la situation du pays, on traverse énormément de difficultés, mais malgré tout, vraiment les bourses des étudiants sont payées à temps. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué la tenue de la présente session qui permettra au Centre national des œuvres universitaires du Mali de faire le bilan à mi-parcours des activités menées. Le bilan à mi-parcours que vous examinerez sous peu rend compte des efforts déployés par le CNU pour la satisfaction de ses besoins. Au titre des réalisations pour le premier semestre de l'année en cours, on peut citer la mise en place des équipes interuniversitaires, la poursuite de la bancarisation à grande échelle, la réhabilitation de certaines cantines scolaires. À l'issue de la rencontre, un plan d'action 2014-2015 sera élaboré. Voilà, la société civile de Kéniéba dit non à toute idée d'indépendance, d'autonomie ou encore de fédéralisme. Elle demande au gouvernement de ne pas céder au chantage des groupes armés. C'était lors d'une marche qu'elle a organisée la semaine dernière, marche suivie par Mahamadi Alioubari. La population du cercle de Kéniéba a répondu à l'appel du conseil local de la société civile. Sous le slogan « Le Mali est indivisible », des centaines de personnes représentant les différentes couches socio-professionnelles de la localité ont battu le pavé pour apporter leur soutien au gouvernement. La marche est partie de la place Batal au bureau du cercle. Les marcheurs ont remis aux autorités locales une déclaration demandant le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Par cette marche, nous disons non à la vente, non à l'indépendance, non à l'autonomie, non au fédéralisme. Le Mali est indivisible. La population du cercle de Kéniéba soutient le gouvernement du Mali dans le cadre de négociations avec les groupes armés du Nord. Nous demandons au gouvernement de ne pas céder au chantage des groupes armés. La société civile de Kéniéba exige le respect de la constitution de la forme républicaine et de la laïcité du Mali. Elle estime que personne ne doit et ne peut changer l'histoire du Mali. Un pays dont le drapeau restera le vert, le jaune et le rouge. Restez confiants, restez derrière vos autorités. Les émissaires sont vos émissaires. Ils feront notre affaire à nous tous. Votre déclaration sera à bonne destination. Le grand imam de Kéniéba, Mamadou Baldé, également président du conseil islamique local, a pris part à cette marche. Le leader religieux a fait des bénédictions pour le Mali. Le Premier ministre Moussa Mara a inauguré ce vendredi la nouvelle mosquée Rahman de Mariambougou, située en commune 4 à Djikoroni-Para. Cette mosquée de 500 places a été reconstruite par l'ONG Al-Farouk à hauteur de 22 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a réuni autour du chef du gouvernement les fidèles musulmans du quartier. Daouda Sidiki Diarra. Inauguration sous des prières, un grand moment de recueillement et de joie pour la communauté musulmane de Mariambougou à Djikoroni-Para. Grâce à l'ONG Al-Farouk, la mosquée de vendredi de ce quartier vient d'être reconstruite avec une capacité d'accueil de 500 places. Les mots me manquent pour décrire ma joie. Parce que ça faisait des années qu'on était on avait un projet de reconstruction de la mosquée. Parce que la mosquée qu'on avait était un peu exiguë, non seulement,
mais c'était en tôle et l'eau suintait partout. Lieu de culte et de rencontres des frères musulmans, la réalisation des travaux de cette mosquée a coûté 22 millions de francs CFA. Les ministres des Affaires religieuses et du culte mesurent toute l'importance et la symbolique pour l'ensemble des musulmans. La mosquée, ça a été dit dans le sermon de l'imam, est un cadre privilégié d'instruction, d'éducation, de respect des normes, de valeurs prônées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça a été sa première œuvre, construire une mosquée. Que les musulmans du Mali fassent de ces mosquées des lieux de probité, des lieux de propriété, des lieux d'entente, de pardon et d'assumation. Contrairement à certains échos que nous avons de certaines mosquées, de certains échos que nous avons de certains religieux. L'islam est une religion de tolérance. La nouvelle mosquée a accueilli sa première prière de vendredi dirigée par l'imam Mohamed Kamena. Un beau jour qui symbolise l'unité, la cohésion et la symbiose entre les citoyens de la confession musulmane. Ces gestes de l'ONG Al-Farouq s'inscrivent dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cet acte de solidarité n'a été possible qu'à travers l'ONG Al-Farouq, qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Cette ONG qui, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, se rend utile en se portant au secours des plus faibles, se rend utile en aidant la religion à travers la construction d'édifices religieux. Donc nous ne pouvons que remercier les donateurs de Dubaï, mais aussi féliciter et encourager l'ONG Al-Farouq pour tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle ne manquera pas de faire au bénéfice de notre pays. En ce jour béni, le Premier ministre a formulé des vœux pour la paix, l'entente et la solidarité dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre juste après donc ce journal le message de campagne du candidat de l'ADIMA PASJ et puis les nouvelles sportives dans l'émission Performance avec une présentation de Ousmane Dao. Merci et bonsoir.